Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le gouvernement du Mali va proposer une loi d'entente nationale exemptant de poursuite tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais à condition qu'il n'ait pas de sang sur les mains. L'annonce a été faite par le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An. Nos invités sur ce plateau, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, juriste, avocat, Boubacar Bokoum, politologue, Dr Bremeli Diko, sociologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Selon Ibeka, cette loi vise à favoriser la réconciliation nationale accordant une possibilité de réinsertion aux ex-rebelles mais qui n'ont pas commis l'inacceptable. Je vous propose d'écouter ce résumé de Mohamed Touré sur la déclaration d'Ibeka. Le président de la République a dit s'inspirer de la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale qui lui a été remise le 20 juin, 2 ans jour pour jour après la signature de l'accord de paix au Mali par l'ex-rébellion. Selon lui, pour conforter la réconciliation nationale, cette charte propose des mesures spéciales de cessation de poursuite ou d'amnistie en faveur de certains acteurs de la rébellion armée de 2012. Ainsi, Ibeka a indiqué que le projet de loi d'entente nationale qui sera présenté dans les semaines à venir prévoira donc l'exonération de poursuite de tous ceux impliqués dans une rébellion armée. Ibeka précise toutefois qu'il s'agit de ceux qui n'ont pas de sang sur les mains. Selon le chef de l'État, le projet de loi comportera également des mesures d'apaisement après l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Aussi, un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence est prévu. Toutefois, le président de la République s'est voulu clair. La loi d'entente nationale ne constitue ni une prime à l'impunité, ni un aveu de faiblesse ou un déni du droit des victimes. Alors, Maître Touré, que pensez-vous de cette déclaration d'Ibeka? Merci beaucoup, Studio Tamani. Moi, je pense que la déclaration, elle arrive à point nommé. Et il y a 2 ou 3 éléments dans cette déclaration qui ont retenu toute mon attention. D'abord, le présentateur ici a dit tout à l'heure que le président a dû s'inspirer de la charte issue de la conférence d'entente nationale. Et quand on regarde ce que cette charte dit en son chapitre 7.3, c'est que les Maliens doivent discuter entre eux, y compris avec les djihadistes. Et dans la présentation tout à l'heure, il a été dit que cette loi va concerner que les simples rebelles. Donc moi je pense que si c'est les recommandations de la charte issue de la conférence d'entente nationale, il faudrait poser la question de l'élargissement du dialogue maintenant aux djihadistes, en tout cas à ceux qui ont des revendications de type islamiste. Parce que ce dilemme, il a été posé depuis longtemps, mais pas encore tranché. En ce qui concerne le gouvernement, officiellement, on ne négocie pas avec les groupes, les gens qui ont les revendications de type religieux. La communauté internationale, y compris la France également, n'est pas beaucoup partante. Moi, je pense que si on veut aller vers une entente nationale, il y a ce préalable déjà, je ne parlerai même pas de négociation, mais de parlementer avec ces Maliens également qui sont dans une autre vision de la République et de la religion. Donc ça me semble être déjà un premier point qu'il faudrait arriver à préciser, si tant est que l'objectif est d'arriver à une réconciliation nationale qui concerne, inclusive, qui concerne tout le monde. Donc je pense qu'au-delà de ce premier préalable, il y a également d'autres choses sur lesquelles il faudrait également faire attention, notamment le portage du projet, parce que nous avons un gouvernement qui n'est pas très populaire pour être assez sobre dans les propos. Moi, je pense que les leçons qu'on doit tirer des récents événements relatifs à l'élaboration des textes et au vote par l'Assemblée nationale, il faudrait faire attention au portage du projet, que ça ne soit pas quelque chose de purement administratif ou de purement politique, au risque quand même de tomber dans un combat purement politicien, alors que nous sommes dans une thématique qui est transmandature et qui concerne le Mali au-delà du mandat des 5 ans. Donc il faudrait peut-être penser à impliquer ou à faire le portage de ce projet par des structures neutres ou des personnes en tout cas qui sont à l'abri de certaines questions politiques, etc. D'accord. Alors
Alors, M. Bokoum, êtes-vous du même avis que Maître Touré? Non, absolument. Je partage en grande partie toutes ces préoccupations. Maintenant, ce que j'ai voulu rajouter, c'est qu'à un moment donné, on a parlé de conseil d'entente nationale sur laquelle je pense que beaucoup de partis politiques n'étaient pas d'accord avec la forme. Parce qu'on a fait une réunion de quelques individus, si je peux me permettre cette expression. L'inclusivité à laquelle Maître Touré fait allusion est, pour mon avis, capitale. Donc il s'agit maintenant de retourner à la case de départ. Cette loi doit nous permettre effectivement dans le débat d'aller à l'inclusivité et de permettre d'aller à un débat plus élargi pour que cette loi soit portée par chacun des Maliens, que tout le monde puisse comprendre la quintessence de cette loi et l'accepter. Et comme il l'a dit tantôt, ça ne doit pas non plus s'adresser qu'aux rebelles. Aujourd'hui, nous avons une crise très très profonde. Je fais allusion par exemple à l'arrestation du général Amadou Aya Sanogo, qui fait partie du processus de déstabilisation à partir de 2012. Tous les problèmes que nous avons connus, c'est une thématique aussi qu'il ne faut pas oublier parce qu'une partie de l'armée se trouve impliquée dans ce problème. Donc du coup, la crise, elle n'est pas seulement les rebelles. Il y a les rebelles, il y a l'armée. Donc il y a tout un ensemble de problèmes que nous avons sous la main et que le gouvernement doit accepter de gérer de façon globale pour qu'on ne retombe plus dans le même processus, parce qu'aujourd'hui, en excluant ce problème de Sanogo, en disant que c'est un problème particulier, on essaie de le gérer de façon particulière, alors qu'il est lié à notre crise de départ. Alors je crains fort qu'on ne divise encore l'armée très profondément, parce que c'est pas tout le monde aussi qui est d'accord totalement avec ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement démocratique. C'est parce que le mouvement démocratique a totalement échoué que ce coup d'État, il est là. Donc il n'est pas la cause. C'est certainement la conséquence de la mauvaise gouvernance de tous les politiques qu'on a connus qui nous a amenés à trébucher de la sorte. Donc sans légitimer un coup d'État, je pense sous le contrôle de Maître, l'avocat, l'article 121 de la Constitution dit que le coup d'État était un crime imprescriptible. Mais au-delà de tout, je dis que bon, si on veut la paix, il faut qu'on accepte de discuter avec tout le monde. Même si nous avons des points de vue différents, que ce soit les djihadistes, que ce soit ceux qui veulent avoir l'indépendance. Dans tous les cas de figure, le Mali a été attaqué dans ses fondements. Le fait de réclamer une indépendance ne donne pas le droit à quelqu'un de tuer ses propres frères et tout ça. Donc, quelque part, nous avons entretenu une situation qui nous a amenés là. Il faut qu'on accepte de discuter avec tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller à l'impunité, comme il l'a dit tantôt, mais quand même qu'on discute, qu'on puisse aller forcément à un jugement. Par exemple, quand je pense au cas des Sanogo, il faut juger maintenant, quitte à voir si on va pardonner ou on ne pardonne pas, mais quand même, il faut poser des actes forts pour dire que l'État est là, nous sommes existants et que nous voulons conduire les choses de façon positive. D'accord. Alors, M. Diko, qu'avez-vous à me dire concernant cette loi d'entente? Bien, merci de l'invitation. Moi, je pars du postulat qu'une entente ne se décrète pas. Peu importe les lois que vous allez voter, la manière dont ça va voter, ça ne va pas se décréter. À l'Assemblée, nous avons une majorité acquise au pouvoir. Et généralement, quand on voit au Mali, telles que les lois sont votées, vous prenez le code des personnes de la famille, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, on a vu ce qui est arrivé. Ça veut dire que dans bien des cas, on a des députés dans certains cas qui lèvent les deux bras sans pour autant même tenir compte en réalité des conséquences des lois qui vont être adoptées. Donc ça, c'est un premier élément qui me fait craindre que, bon, même si on envoie le projet de loi, il y a certains, ça va passer. Dans tous les cas, il faut faire attention à une sorte d'impunité. C'est que si on fait ça, on dit que c'est à certains dont les mains ne sont pas tachées. Il faut d'abord faire des enquêtes préalables pour savoir qui a les mains tachées et qui ne les a pas. On a une commission vérité, justice et réconciliation. Est-ce que c'est elle qui va fournir la liste des gens dont on considère que bon, ben, elles peuvent être amnistiées d'une certaine manière ou pas? Donc ça, ce sont ces postulats-là qu'il faut régler. C'est que même si vous votez la loi, il n'y aura pas d'entente nationale. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, Maître disait tout à l'heure que ça part de la charte. D'accord que ça part de la charte. Mais souvenez-vous, comment cette conférence d'entente nationale a été organisée. On a vu des groupes de l'autre côté qui ont pris le train en marche, tel qu'ils l'ont dit entre guillemets. Et il y a même eu toutes les allégations. Et même l'opposition elle-même a pris le train en marche. Donc la conférence d'entente nationale n'a pas été une conférence d'entente nationale telle qu'on aurait souhaité. Et ça, c'est un élément. Une des recommandations de cette commission d'entente nationale, à l'époque, c'était de discuter avec des groupes djihadistes, et précisément, ils ont dit Amadou Koufa et Yada Gali. Le président de la République a fait fi de cette recommandation
issus de cette conférence d'entente nationale pour prendre finalement ce que moi je considère comme étant ce qui l'arrange. Et donc, le problème du point de vue sociologique, c'est que vous allez faire ça, et donc ça va s'adresser à quelques personnes. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a des victimes qui vont se taire, et nous sommes dans un pays où les armes circulent aujourd'hui comme des cacahuètes, où en réalité le Mali ne contrôle pas grand-chose. À partir de 18h, le pont de Markala est fermé. La nuit, vous allez à Djenné, c'est le pont, enfin, à partir du carrefour de Djenné, vous n'avez plus le Mali. Ça, c'est à partir de 18h. Ça, moi, je parle de Mali concret. Et donc, ce qui va arriver, c'est que les gens vont acheter des armes, vous allez amnistier certaines personnes, et puis, ils ne vont pas les rater. Tôt ou tard, il y aura aussi d'autres personnes qui vont prendre les armes pour régler leurs comptes. C'est ce qu'on appelle Bambara Tassarabré. On parle de faut même pas se leurrer, je vous assure. Oui, mais Maître Touré voulait réagir par rapport au propos de M. Diko. Oui, bon, enfin, je comprends parfaitement la préoccupation de Diko, mais je voulais un peu rebondir sur ce que beaucoup viennent de dire tout à l'heure en ce qui concerne le cas des Sandaogo. Moi, je pense que la loi d'entente nationale ne vise pas cette situation qui est vraiment particulière. Et cette loi d'entente nationale, pour moi, elle ne peut pas être une loi fourre-tout, et il me paraît opportun de ne pas, en tout cas, mettre cette affaire de Sandaogo dans le cadre de cette loi. En revanche, ce qu'il faudrait ajouter à cette loi, comme on est en train de discuter d'une loi qui n'est même pas un projet encore, c'est-à-dire il faudrait dans cette loi mettre beaucoup de choses. Les militaires peuvent être concernés parce qu'il n'y a pas que les rebelles. Il peut y avoir des rebelles, il peut y avoir des islamistes, il peut y avoir également d'autres personnes qui ne sont pas rebelles, qu'on appelle des patriotes, qui ont eu à défendre la République, souvent de manière individuelle, et qui ont eu également à trébucher, souvent à commettre des exactions. Ces personnes ne doivent pas être oubliées. Les groupes armés qui ont été du côté de la République ne doivent pas également être oubliés. Les forces armées et de sécurité également, qui sont d'ailleurs dans le viseur de beaucoup d'organisations internationales en ce qui concerne la violation des droits humains. Les forces armées de sécurité également doivent également être prises en compte dans le cadre des mesures de faveur qu'on va prendre dans le cadre de cette loi. Il ne faut pas oublier les victimes également. Il ne faut pas oublier aussi surtout les familles des victimes, parce qu'il y a des victimes, il y a également des familles des victimes, ceux qui sont totalement partis. Donc c'est une loi qui, pour moi, est une loi qui peut être élargie à beaucoup de personnes. A priori, on a tendance à croire qu'il s'agit simplement des rebelles, mais même les forces armées, même les personnes individuelles ou des groupes qui ont défendu l'État peuvent être concernés par cette loi. Maintenant, la question de la main tachée de sang ou pas, moi je pense que c'est les premiers propos du président de la République, mais les experts vont se mettre au travail et ils vont aborder la question. Parce que quand on parle de crimes commis dans les régions du Nord, il y a deux sortes de crimes généralement. Les crimes contre les personnes et les atteintes aux biens. En ce qui concerne les personnes, il y a les meurtres, il y a les causes et blessures volontaires, il y a les séquestrations, il y a également aussi et surtout les violences basées sur le genre plutôt, les agressions sexuelles. Donc ça également, on peut ne pas avoir des mains tachées de sang, mais les mains tachées de sperme. Donc vous voyez que le travail de fond, on n'en est pas là encore, mais a priori, ce qui est important de savoir simplement, c'est que c'est une loi qui me paraît être bonne. Elle n'intervient pas pour traiter le problème de fond de la rébellion ou du djihadisme. Ce n'est pas une loi qui tend à la recherche de la vérité. C'est une loi qui va simplement être mise en œuvre pour qu'on rétablisse l'ordre et la souveraineté. Elle va être prise pourquoi ? Parce qu'il y aura des conditions pour bénéficier de l'exonération, de la grâce ou de la commutation de peine. Il y aura des conditionnalités. Ces conditionnalités peuvent concerner l'interdiction de faire de la politique. Ces conditionnalités également peuvent concerner l'interdiction de ne plus jamais s'adonner à de la rébellion, à la rébellion plutôt, parce que ce qui manque dans les différents textes qu'on a pris jusque-là, depuis l'accord d'Alger jusque-là, c'est les garanties de non-récurrence. Mais vous venez de dire qu'elle ne va pas, il n'y aura pas question de vérité. Exactement. Mais est-ce qu'on peut, on peut aller vers une paix durable, une réconciliation sans vérité ? Je ne vous dis pas qu'on peut aller vers une réconciliation sans vérité. Je vous dis simplement que dans la quête de la vérité et de la réconciliation, il y a des étapes. Et chaque étape a un objectif. Cette loi ne peut pas traiter le mal à la racine. Par exemple, en Afrique du Sud, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, on a mis vérité devant. Au Mali, on a mis vérité devant. Cette commission va travailler sur la question de la vérité. Mais avant d'arriver à cela, nous avons des personnes qui se baladent avec des armes. Ces personnes ont besoin également de garanties. L'armée malienne également a besoin de garanties. Donc pour qu'on rétablisse la souveraineté, on prend une loi qui a un seul objectif, c'est le retour à l'ordre. La commission Vérité, Justice et Réconciliation continue son travail parallèlement. Mais si on ne prend pas garde, on risquerait de se retrouver avec une séquence de lois
ou des textes qui vont viser les mêmes choses et il y aura un chevauchement et un flou. Donc cette loi sur l'entente nationale ne vise pas la quête de la vérité, mais le rétablissement de l'ordre. Parce que dans ce genre de process, comme ça a été fait ailleurs, on va simplement demander aux groupes armés, vous avez un délai de 6 mois, 7 mois ou 8 mois pour déposer les armes afin de bénéficier des mesures de cette loi. Si vous ne déposez pas les armes pendant ce délai-là, là, vous ne pouvez pas en bénéficier. Et aujourd'hui, l'une des préoccupations que nous avons au Mali, c'est que les armes ne sont pas déposées. Donc si on a la chance d'avoir une loi qui est assortie d'une telle conditionnalité, aux yeux de la communauté internationale, qui soupçonne le Mali de mauvaise foi, on a un argument de taille pour que les gens qui se baladent avec les armes là-bas arrêtent. Au-delà des 6 premiers mois, si la loi est votée, des personnes qui viendront dans les 6 premiers mois également peuvent être concernées. Donc c'est une loi qui peut aider à retourner à l'ordre, mais pas du tout à recherche, mais pas pour la recherche de la vérité et les causes profondes de la crise. D'accord. Oui, M. Bokoum. Non, ma réaction, c'est de dire juste que Maître est dans sa démarche de magistrat, d'homme de droit. Moi, je suis dans une démarche plutôt politique. Donc, on ne peut pas scinder les problèmes. Pour moi, bien sûr, si on a une volonté politique, on peut tout mettre ensemble et ne pas être complaisant, dire toute la vérité et maintenant voir, comme je l'ai dit tantôt, si on peut pardonner ou pas. Maintenant, ce qui est important, c'est que la crise sécuritaire, elle est très complexe et il faut qu'on mette tous les éléments ensemble parce que ça concerne les Maliens. Donc, c'est vrai, techniquement, on peut dissocier le problème ou amener le problème du coup d'État à être géré autrement. Et j'ai même été surpris au Mali aujourd'hui que ce soit la cour d'assises qui juge cette affaire, alors qu'on aurait pu aller vers un tribunal militaire, parce que c'est une affaire quand même militaire. La haute cour de justice, les textes étaient là. On est allé précipitamment la créer parce qu'on voulait faire venir ATT pour le faire juger. Et Amadou Aya a été arrêté. On ne s'est pas précipité pour aller à ce tribunal militaire. Donc, je dis quelque part, c'est un problème de volonté politique. Donc, il faut qu'on réconcilie l'ensemble de la nation malienne. Qu'on soit putschiste ou pas putschiste, certains font partie. Et c'est des Maliens. Donc, si on veut une réconciliation, une vraie réconciliation, c'est aucun compartiment qu'il ne faudrait oublier. Que ce soit ceux qui sont inscrits dans cette logique du coup d'État, que ce soit ceux qui ont prétendu être des démocrates tout en trahissant le peuple malien, que d'ailleurs nous venons de voir la grande illustration avec tout ce tintamarre qu'on a eu avec l'arrivée de ATT, comme si les 10 ans qu'il a fait au pouvoir, voilà, ce monsieur n'a rien fait qui heurte, qui soit répréhensible. Donc il faut qu'on arrête. Si on veut vraiment une réconciliation, il faut qu'on appelle tout le monde, qu'on dit qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Voilà, à un moment donné, si on devrait pardonner pour se réconcilier, qu'on se réconcilie. Donc je pense que c'est ainsi que je vois l'esprit de la réconciliation nationale. Oui, M. Diko, M. Bokoum parle de volonté politique. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je partage en réalité les avis des deux. Lui, il est dans son côté juriste, il a tout à fait raison. Quand il explique ça comme ça, on ne peut être que d'accord avec lui. C'est vrai que la question de la volonté politique se pose, mais c'est une volonté en réalité, on a vu la communauté internationale qui est d'une certaine manière garante des accords d'Alger. Ces accords ont été signés, on tend vers la fin d'un mandat et quand on regarde le chronogramme qui était le chronogramme des accords, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Bon, tantôt on a un jeu de chaises musicales où les acteurs se jettent un peu l'opprobre, quoi. Voilà, c'est la plateforme qui a raison, c'est la CMA, etc. etc. Donc voilà, tant que les gens ont les indemnités à la fin du mois, ça, les choses ne bougeront pas de ce point de vue longtemps. Et là, il faudrait dire, moi je pense qu'il y a une certaine hypocrisie collective, peut-être je mesure mes mots, mais il y a eu un moment où on a dit celui qui va violer le cessez-le-feu serait sanctionné. Personne n'a été sanctionné et de part ou d'autre, il y a eu des violations de cessez-le-feu. Il y a eu des camps qui ont été identifiés de commun accord avec tous les acteurs et des camps ont été équipés. Depuis plusieurs mois, il y a au moins 8 mois que certains camps sont disponibles et personne n'a été désarmé. Prenez le cas de Kidal. Est-ce qu'il y a, même s'il y a le drapeau malien, il y a aussi un autre drapeau. Donc ça, ce sont des choses que la communauté internationale voit. Pour autant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a une certaine hypocrisie quand même. La volonté politique est importante en ce sens où quand il y avait l'ancien Premier ministre Modibo Keïta comme haut représentant, tout le temps on le voyait à la télé, à la présidence, rendre compte au président. Depuis qu'il a quitté, c'est comme si, d'une certaine manière, en tout cas, publiquement, il n'y a pas un compte rendu, même s'il y a un compte rendu officieux, on ne le montre pas. Pourquoi à un moment donné, on montre le suivi, à un moment donné, on ne le montre pas?
Sur la question du centre même, prenez ça. Il y a eu des concertations auxquelles nous avons été associés. Nous avons fait des séries de rencontres avec le haut représentant et je lui avais dit, c'était en novembre 2016, qu'en 2017, on sera encore là et que aucune de ces recommandations ne sera appliquée. À l'époque, on m'a dit, ouais, vous êtes jeune, calmez-vous, etc., on va les faire. Mais je vous assure, rien n'a été fait. Pourquoi? Je vous donne l'exemple de 2 groupes. Il y avait le groupe Mouvement pour la défense de la patrie, MDP, de Hamafoune Sissé. Il avait les armes dans la zone de Sosobé, cercle de Tenenko. Il a déposé les armes, il a rejoint la plateforme. Mais depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout, en tout cas par rapport aux combattants. Après, Omar Al-Jannah a créé son groupe. Il a dit, je ne suis pas indépendantiste, je ne suis pas djihadiste, et mon ennemi, c'est l'armée malienne. À un moment donné, il a appelé Studio Tamani, il dit qu'il a redéposé les armes, et par la suite, ça m'est tendu, n'a pas été répondu. Donc ça, c'est quelques cas comme ça où, en réalité, on se rend compte que s'il y avait une vraie volonté politique de part et d'autre, et que la communauté internationale n'était pas hypocrite du tout, et qu'il y avait un vrai suivi des accords, on n'en serait pas là. Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. La loi, comme il l'a dit, il y a tout un processus, il y a des experts qui vont travailler pendant un certain temps. Peut-être que dans 1 mois ou 2, la loi va être adoptée. Donc on sera proche des échéances électorales. Donc il y a d'autres chats qu'on va fouetter. Pourquoi on a attendu jusque-là? On va dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Mais quand même, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi, depuis la conférence internationale, on n'a pas justement eu cette idée-là? Donc moi, je m'interroge en réalité sur la volonté des uns et des autres, de part et d'autre, hein, que ce soit de la part de l'État, des groupes armés et de la communauté internationale. Il y a une certaine hypocrisie. Ok. Alors, pour l'opposition, le président de la République ne fait qu'improviser puisque la charte dont il fait allusion a été rejetée par les groupes armés aussitôt après son élaboration. Écoutons Maître Demba Traoré. Le président de la République lui-même reconnaît dans le discours que ce projet est annoncé dans la charte d'entente aussitôt élaborée, elle a été rejetée par les gouvernements. Donc, à mon avis, il n'y a pas aujourd'hui de charte d'entente nationale acceptée par tous. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller d'improvisation en action. Comment on peut, à travers une loi, abandonner les poursuites contre des individus qui se sont rebellés contre le pays. Je ne sais pas maintenant quels sont ceux qui n'ont pas les mains tachées de sang, qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Ce qui ressort de son discours, c'est que c'était un aveu d'impuissance du président. Nous avons vu un président qui manifestement reconnaît qu'aujourd'hui, il a échoué sur le tableau de la réconciliation nationale. Alors, Maître Touré, que pensez-vous de ces propos? Moi, je pense que Maître Demba, il est carrément dans son rôle. Quand on regarde la chronologie des événements depuis la signature de l'accord d'Alger jusqu'à ce jour, rares sont les documents qui ont été adoptés et acceptés par tous. On est dans des rejets de part et d'autre, que ce soit l'accord ou ses dérivés. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait essayer d'avancer sur certaines choses. Moi, je pense que cette loi, elle peut susciter des débats, à juste raison d'ailleurs, en ce qui concerne ce qu'il vient de dire tout à l'heure par rapport à l'impunité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi, elle n'a pas pour objectif, en tout cas là où ça a été fait ailleurs, ça n'a pas pour objectif d'amener une forme d'impunité. Comme je l'ai si bien dit, c'est une loi qu'on prend pour des raisons de rationalité politique. Parce que le dogmatisme juridique pur et dur nous oblige maintenant à dire simplement qu'on va commuer des peines, on va accepter d'excuser des personnes qui ont commis des crimes et tout ce qui s'ensuit. Et toutes ces choses, c'est au niveau du droit national. On peut prendre des lois de grâce, des lois sur la grâce, l'amnistie, la commutation de peine, tout ça maintenant sous l'angle du droit national. Par ailleurs, ça a été fait. Mais ici, au jour d'aujourd'hui, la rationalité politique nous oblige à aller vers ce genre de mesures, quitte à marcher un peu sur le dogmatisme juridique. De l'autre côté, maintenant, qu'est-ce qu'on attend de cette loi-là? Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette loi et qui me paraît être quelque chose qui n'est pas mal du tout, c'est vraiment qu'on parvienne à déposer les armes. Si on dépose les armes, tout le reste pourra venir. Il vient de parler de la création de groupes qui se sont exprimés après son revenu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des armes. Oui. Si on prend une telle loi, moi je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourra, face à la communauté internationale, tenir les discours qu'ils tiennent aujourd'hui ou justifier de la tenue des armes par rapport à ces choses-là. Mais il ne faut pas oublier que sous l'angle du droit international, il y a des infractions qui peuvent passer sous cette loi, mais qui ne peuvent pas être effacées sous l'angle du droit international, notamment les crimes de guerre, les violations massives des droits humains. Donc c'est une mesure purement nationale. Ça a été fait en Afrique du Sud. L'Algérie également a fait une loi dans le même sens pour passer un cap.
Mais moi, je pense que c'est un outil qui peut vraiment aider. Moi, je ne suis vraiment pas un partisan de l'accord issu du processus d'Alger, tout le monde le sait, mais à un moment donné, moi, je pense qu'il faudrait objectivement accepter certaines choses et comprendre, surtout expliquer très bien, parce que c'est ça la difficulté d'une loi de cette trame-là. Il faudrait expliquer, arriver à convaincre les gens et passer maintenant à cette loi. Il y a le dilemme, hein. Est-ce qu'on reste vraiment sur le dogmatisme juridique, la violation des droits humains? Ça a été fait, c'est un fait réel. C'est du concret. Ou bien on prend des mesures par réalisme politique ou pragmatisme politique. Donc moi je pense qu'il faut poser le débat en ces termes et chacun y tirera, chacun donnera son avis et puis on avancera. Moi personnellement je reste persuadé que ça peut être une bonne loi si vraiment on l'approfondit en l'étendant à des sphères autres que la sphère simplement politique majorité et la sphère purement administrative. D'accord. Alors, M. Bokoum, Maître Touré parle de rationalité politique. Qu'en dites-vous? Je suis entièrement en phase avec ce que Maître Touré vient de dire. Moi, par exemple, je suis du Nord, j'ai mes enfants, j'ai des frères qui ont encore des armes, et ça, je le sais. Quand je leur dis de déposer les armes, en contrepartie, on me dit, mais qu'est-ce que tu as pu faire pour nous, toi qui es régalien, soi-disant, du côté du pouvoir? Donc, c'est une réalité qui est là. Donc, d'où une réelle nécessité politique d'aller aujourd'hui à l'application du DDR, parce que c'est à ça que Maître Touré fait allusion tout à l'heure. Depuis le départ de cette crise, on avait dit qu'il fallait mettre l'accent, au lieu d'aller au MOC et tous les mécanismes auxquels on avait fait allusion en son temps, d'aller à la démobilisation. La démobilisation allait nous permettre de faire le distinguo entre ce qu'on a appelé djihadistes, ce qu'on a appelé les résidus d'insécurité et ce qu'on appelle le banditisme classique. Donc une fois que les combattants sont désarmés, on sait qu'ils sont cantonnés. Donc en ce moment, l'État a de la visibilité sur le reste du banditisme et on peut le catégoriser et essayer de trouver des solutions. Maintenant, cela n'a pas été fait. Donc ça nous rattrape aujourd'hui et la difficulté de cette loi va être quoi? On va tomber dans le même piège parce que, comme M. Diko l'a dit, le timing pose problème. Aujourd'hui, on est à quelques mois des élections. Ça veut dire qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans un débat qui peut jouer sur les élections de 2018. Parce que je pense aujourd'hui, politiquement, le président, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un débat qui tire sa petite majorité qu'il a aujourd'hui pour entraver sa réélection pour 2018. Donc, qu'est-ce qui va se passer techniquement? Aujourd'hui, c'est d'envoyer cette loi à l'Assemblée nationale qui va être rapidement étudiée et il y aura les écoutes comme de façon classique et la loi va être adoptée. Pas souhaitable. Justement. Mais c'est le mécanisme, le timing même est fait de telle façon qu'on ne pourra plus aller à cette concertation globale. Donc ça veut dire que si une fois, dans 2 ou 3 mois, on parvient à faire voter cette loi pour dire qu'on va aller rapidement aux élections et on va faire un peu de forcing sur le cantonnement et le DDR, j'ai vu ces quelques jours, quelques images passées, ça veut dire que ce processus, on est en train... Donc tout ça, ça donne l'image d'artificiel. Donc, quelque part, ça ne donnera pas les résultats réellement escomptés pour stabiliser et rassurer les uns et les autres. C'est vrai, la loi va être votée, on va essayer d'aller à l'application de cette loi, on va essayer d'apaiser juste pour dépasser le cap des élections, et après, le problème va nous rattraper. Moi, je pense que, comme le président l'a dit, il faut éviter l'improvisation. Et pour moi, la question, je ne la lie pas forcément aux élections. Pour moi, c'est une question transmandature. Tout ce qui est dans le cadre de l'accord, du processus de paix, c'est des questions qui dépassent les mandats. Et donc, moi, je ne me dis même pas qu'il faut qu'on le fasse d'ici là. Mais il faudrait qu'on réfléchisse très bien et qu'on pose les actes et que le régime prochain, quel que soit celui qui va venir, qu'il puisse trouver quand même qu'il y a quelque chose qui a été entamé avant lui et qui peut continuer avant lui. Donc si on lit tout aux élections tout à l'heure, ça nous amène dans une logique de précipitation, d'improvisation. Et si vraiment on veut rentrer dans la gestion axée sur les activités, on va dire on a fait, mais en réalité c'est pas efficace. Pour moi, c'est des questions qui dépassent les régimes et les mandats et il faut prendre le temps qu'il faut et aller en profondeur et en s'appuyant beaucoup plus sur l'expertise locale. Parce qu'on nous a dit que l'accord d'Alger en partie n'a pas été rédigé par les Maliens et autres. Moi, je pense que là, nous pouvons mobiliser les expertises locales et faire les rencontres qu'il faut vraiment pour faire quelque chose par nous-mêmes et pour nous-mêmes cette fois-ci, pour qu'on ne vienne pas rejeter en disant que ça a été imposé ou par-ci, par-là. Pour moi, les intellectuels maliens aujourd'hui, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés et je pense que c'est des occasions qui nous sont données pour que, au-delà de nos... Consactives. Voilà, consactives exactement, c'est ça.
Oui, allez-y. Ce que je voudrais juste dire, je comprends la démarche de Maître Touré. C'est vrai, je suis d'accord que c'est trans-mandat. Mais malheureusement, notre classe politique n'est pas inscrite dans cette dynamique. C'est ce qui est dommageable. Mais la question dépasse la simple classe politique. Oui, il y a la société civile comme nous autres qui ne sommes cette société civile, elle n'est pour moi, excusez-moi l'expression, elle n'existe même pas, cette société civile. Parce que oui, on peut par courtoisie et par élégance dire qu'elle existe, mais je sais que 80% de cette société au Mali qui a été fabriquée par les différents régimes, des gens en ont fait un gagne-pain. Donc, quelque part, ce que moi j'appelle réellement la société civile, c'est vraiment quelque chose qui est très actif et qui est citoyen. Et vraiment, j'attends de ce niveau une certaine grande sincérité pour le service public. Mais malheureusement, ce n'est pas dans cette optique que la plupart du temps on s'inscrit. Et les partis politiques, on en a 200 et quelques. Qui voudraient me faire croire aussi aujourd'hui que tous ces 200 partis politiques avec leurs différents programmes qui parlent du Mali, parlent réellement du Mali. Donc c'est des questionnements. Non, je veux juste dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent en réalité. Si les hommes politiques comprennent, j'ai écouté certains hommes politiques qui sabotent aujourd'hui certaines choses qui se font dans le régime et certains secrets d'État se trouvent étalés sur la place publique. Il y a plein de choses que ces mêmes hommes politiques font et pourtant que si je comprends bien le mécanisme qui est la continuité de l'État, il y a des choses qu'il faut garder parce que ça va te rattraper, tu vas être à cette place un jour. Il y a des choses que ceux qui sont adversaires aujourd'hui disent, mais qui va les rattraper demain parce que c'est le système géopolitique, il y a beaucoup de réalités. Mais si juste pour des opportunités politiques ou politiciennes, parce qu'on veut juste déstabiliser l'autre, on va à un certain exercice, ça veut dire que ça vous rattrape. Donc c'est pourquoi j'ai un peu fustigé la classe politique. Je trouve que souvent elle manque de grande maturité et de sagesse et d'engagement pour le Mali. C'est pourquoi le portage, peut-être il faudrait réfléchir à cela. Je suis d'accord. C'est très important. Okay. Alors, M. Diko, vous venez de dire qu'il y a plusieurs sociétés civiles au Mali. Que voulez-vous dire par là? Alors, en fait, il y a ceux qui utilisent la société civile comme étant un moyen de mobilité sociale. Donc, ils ont accès à certains réseaux et après qui se font nommer à des... Voilà, donc il y a ça. Il y a ceux qui aussi étaient dans le gouvernement à un moment donné, qui ont dû être virés, qui sont un peu frustrés, donc qui veulent s'occuper pour ne pas disparaître des médias et qui font des choses. Et donc, qui ont accès à certains réseaux et qui font aussi certaines activités. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment de la société civile, qui ont de l'initiative et qui arrivent en fait à avoir des petits moyens pour faire de grandes actions. Ils ne sont pas nombreux. C'est une petite partie. Donc, on a vraiment toute cette palette. Mais ce que je voulais dire, c'est que concernant la question de la loi, pourvu qu'elle soit votée, dans un mois, dans deux, peu importe, j'espère qu'elle sera votée, si on suit la logique des maîtres, ça, c'est vraiment une logique. Si l'Assemblée pouvait collaborer, travailler comme ça, ce serait une bonne chose. Mais dans bien des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Et même si on votait cette loi, ça va faire plaisir à certaines personnes. Donc, on va toujours parler d'impunité. Mais au-delà de ça, la réalité, c'est que dans le Mali réel, parce que là, c'est le Mali de Bamako, et vous avez le Mali réel, il y a des armes qui circulent. Quand vous allez faire cette loi, il y a des gens qui vont déposer des armes. Il faut être très clair, il y a des gens qui ne vont pas déposer des armes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun représentant de l'État dans certaines localités. Il n'y a pas d'agent des eaux et forêts, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a rien du tout. Et dans ces cas-là, pourtant, il y a des bandits. Il y a ce qu'on appelle les terrérés qui sont nos voleurs de bétail. Et donc, les gens sont armés, ils vont continuer à être armés, et jusqu'à ce qu'il y ait des détachements de l'armée, jusqu'à ce qu'il y ait des gendarmes, jusqu'à ce qu'il y ait des gardes, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine sorte d'état de droit. Tant qu'il n'y aura pas ça, aucune loi ne va ramener ça. Et dans cette localité, je vous dis bien qu'on ne veut plus parler de cet État tel qu'on le connaît. Parce que le rapport que ces communautés ont eu avec les représentants de l'État, dans bien des cas, c'était des rapports de ponction, des rapports de raquettes. Et donc ça, c'est au-delà de tout préjugé, ce sont des réalités, beaucoup d'exemples pratiques qu'on peut vous donner. Et dans ces localités, même si vous signez des lois et que vous revenez avec la force, vous aurez des communautés qui ont un ressentiment vis-à-vis de l'État. Et donc qui veulent une nouvelle forme de gouvernance. Voilà. D'accord, oui. Alors, la CEMA n'a pas souhaité réagir sur cette question pour le moment, mais la plateforme dit ne pas être consultée par rapport à cette loi d'entente. Toutefois, elle estime qu'il faut d'abord la justice avant toute chose. Écoutons Fahad Aga Mahmoud de la plateforme. J'ai appris l'existence de
Diallo à travers le discours de fin d'année, je crois bien, du président de la République. Ceux qui connaissent le président de la République sont unanimes sur ses qualités humaines, mais je pense aussi que les Maliens, de manière générale, ont souhaité que cette fois-ci, la gestion de la rébellion soit un peu différente des autres. Dans le milieu des groupes armés, je ne connais pas des gens qui sont pour cette loi, pour la simple raison que parmi eux, il y a certains qui entendent faire juger tout ce qui a été commis comme crime de 63 à nos jours. Et les autres Maliens aussi qui reprochent aux groupes signataires des exactions et autres crimes contre l'humanité entendent les poursuivre devant les juridictions compétentes. Je vous dis que les Maliens, de manière générale, attendent à ce que cette rébellion ait une gestion différente de celle des autres. La réconciliation, oui, l'entente, oui, mais la justice d'abord. Alors, Maître Touré, vous venez d'entendre tout de suite M. Fahad. Cette loi sera-t-elle acceptée par les groupes armés vu que la charte qui a été rejetée par eux, elle s'inspire de cette charte-là? Bon, moi je pense que si on suit un peu la posture des groupes armés, on a un peu l'habitude maintenant. Tout ce qui vient déjà, le premier réflexe, on rejette. Après, il y a des ententes, des compromis, des accords, etc. C'est des positions a priori, et toutes ces positions évoluent et évolueront. Quand les responsables des groupes armés disent qu'il faudrait la justice, et que la majeure partie des Maliens qui sont opposés à ces organisations également parlent de justice, nous avons l'impression que nous ne parlons pas de la même justice. Parce qu'à les entendre parler, c'est comme si c'est des innocents qui ont les mains immaculées, qui n'ont jamais absolument rien fait. Et nous savons tout ce qui s'est passé au nord depuis l'occupation de cette partie par le MNLA avec les djihadistes. Les victimes qui ont fait l'objet de ces exactions, que ce soit les agressions sexuelles ou les destructions de biens, sont des personnes qui existent et qui sont encore vivantes. Les jeunes filles violées, flagellées, mariées de force, les personnes qui ont été amputées, d'autres égorgées, c'est pas de la fiction. Et c'est pas des personnes, c'est pas des choses qui sont tombées du ciel. C'est les groupes armés, c'est des groupes armés qui ont fait ça dans le cadre de l'occupation des régions du Nord. Si ces mêmes groupes maintenant viennent dire qu'ils refusent une loi d'amnistie, de commutation de peine ou de grâce, moi je pense que, comme d'habitude, c'est des propos a priori qui pour moi ne résisteront pas au fil des jours. D'accord. Alors, M. Bokoum, partagez-vous le même avis que Maître Touré? Non, entièrement, parce que vous savez, la difficulté de l'accord déjà, c'était qu'on a mis l'État malien sur le même niveau que des rebelles. Quand j'entends qu'on n'a pas été consulté, mais attendez, est-ce qu'institutionnellement, on a besoin de consulter des groupes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent d'une loi ou de la gestation de la gouvernance? Je ne pense pas a priori. Donc, du coup, là où je peux plus ou moins biaiser mes propos, c'est de dire que quelque part, dans le contexte du dialogue global, ça c'est un cadre purement informel qu'on peut créer dans lequel toutes les couches vont exprimer leur façon de voir. Et ça, c'était le conseil d'entente, ou comme on l'a appelé à l'époque, qui devrait résoudre ce genre de questions où on allait créer des groupes thématiques et chacun avec son appréhension venait dire son opinion. Mais dans la gouvernance, ils ne sont ni des ministres, ni des institutions de la République. Donc on n'a pas à les consulter. Donc cela s'impose à eux comme n'importe quel autre Malien. Donc nous comprenons que c'est des citoyens maliens comme n'importe quel autre citoyen malien. Mais malheureusement, dans la conception de l'accord d'Alger, on les a donné une posture où ils gèrent aujourd'hui à égal avec l'État malien, qui quand même représente tout le monde. Et aujourd'hui, si on va dans les zones qu'ils occupent, si on doit aller à des élections, ils ne sont pas présidentiables, ils ne seront pas conseils de cercle, ils ne seront pas présidents de région, ils ne seront rien du tout. C'est par les armes qui se sont imposés là. Donc du coup, ils représentent qui? Ils ne représentent personne du tout. Donc du coup, par la force des choses, ils se sont retrouvés dans cette posture. Et ils veulent négocier d'égal à égal avec un État. Là, c'est un problème. C'est justement le cadre politique qui leur permet d'aller à ça, parce qu'il y a un contexte sécuritaire, il y a un cadre politique. Et c'est ce cadre politique, si vous regardez l'accord d'Alger, même les dispositions, on dit pour la mise en œuvre ou quoi que ce soit, on dit les parties signataires.
à l'accord. Donc, on est dans une forme de compétences liées et les gouvernements et les groupes armés doivent décider de toutes ces choses-là dans le cadre politique fixé par l'accord issu du procès d'Alger. Mais dans le cadre des relations administratives et institutionnelles normales, comme il a si bien dit, on n'a pas à consulter des groupes. Mais nous sommes dans un moment spécial où on a un cadre politique qui également fait de ces acteurs également des personnes incontournables qui manifestement font valoir certaines positions qui nous heurtent tous d'ailleurs, mais c'est le cadre politique qui nous l'impose. Et la victime dans tout ça? Les victimes, leurs préoccupations doivent être prises en compte dans le cadre de la loi, comme je vous l'ai dit, non seulement les victimes, mais également les parents des victimes, parce que ça va au-delà simplement des victimes, il y a les parents des victimes, y compris par exemple également les parents des victimes, des soldats aussi qui sont tombés. Donc c'est vous dire simplement que cette loi peut être un cadre intéressant si vraiment on se donne le temps de l'examiner et d'y travailler de manière beaucoup plus inclusive et de manière beaucoup plus substantielle. D'accord. Alors, Monsieur Diko, dites-nous, selon vous, est-ce que cette loi ne risquerait pas de créer des tensions au lieu d'amener à la réconciliation? Alors, comme il a dit, si on arrive à bien penser la loi et qu'on prend en compte tout le monde, c'est-à-dire les frustrés et les bourreaux, dans ces cas-là, bon, on pourra arriver à une sorte de paix. Alors, mais si on va dans la précipitation et que finalement on arrange seulement certains acteurs, effectivement, les victimes et les bourreaux ne pourront jamais vivre ensemble dans un seul espace parce qu'à un moment donné, les victimes aussi vont s'armer et vont régler leurs propres comptes, quoi. C'est ce qu'ils vont faire. Donc tout dépend de la manière dont en réalité la loi va être adoptée. Ça, c'est un premier élément. Après, dans bien des cas, on vote les lois et puis l'application pose toujours problème. C'est qu'il n'y a pas de suivi. On prend le cas de Mali et pour toutes les conventions, violences basées sur les genres, des choses comme ça, le Mali a ratifié toutes les conventions internationales. Mais pour autant, les femmes, elles souffrent le martyre. Donc ça, c'est dans tous les domaines. Et ça, ce sont des choses très simples qui n'ont rien à voir avec un conflit armé, mais pourtant, on n'applique pas. Pourquoi? Ce sont des choses. Et moi, il y a aussi le côté qui m'inquiète, ce sont certains de nos étudiants qui n'ont jamais participé à la rébellion, mais comme aucun groupe armé n'a le nombre total, en tout cas n'a l'effectif qu'il a annoncé. Donc ils ont commencé à recruter par-ci par-là. Certains de nos étudiants qui sont à Bamako, qui ont des parents dans ces groupes, à un certain moment vont faire des entraînements au nord et donc on leur nom sur ces listes-là et on espère donc les démobiliser. Certains vont peut-être intégrer l'armée, d'autres vont bénéficier de tout le processus DDR. Alors qu'au début, ils n'avaient rien à voir avec ça. C'est des gens que moi je connais tout le temps qui nous appellent pour dire c'est quand les inscriptions, c'est quand les examens. Et donc c'est comme si on ouvre une sorte de boîte de Pandore. C'est pour ça que dans certaines localités, on a vu cette tentative, même le MDP dont j'ai parlé, à l'époque c'était dans cette veine. Les gens voulaient profiter de ça, justement pour aussi trouver un moyen d'intégrer l'armée ou en tout cas bénéficier un peu de la manne financière, les 30 milliards promis pour le DDR. D'accord. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Ouais. Oui, allez-y, vous voulez réagir? Pour juste dire que je le donne parfaitement raison, j'en connais beaucoup aussi, du fait que l'État est déjà absent, qu'on ne donne pas de l'emploi à nos enfants. Alors, c'est une aubaine. On va donner on fait un quota d'emploi à des gens qui ont juste osé prendre des armes. Pendant ce temps, nos enfants qui ont fait les études de façon normale, qui ont eu leur diplôme de façon normale, se trouvent au chômage et soient contraints aujourd'hui d'aller s'inscrire, contourner certaines réglementations, trouver l'astuce pour s'inscrire dans cette logique pour pouvoir avoir de l'emploi. C'est quand même de l'aberration. D'accord. Alors, Maître Touré, un mot de la fin. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Moi, comme je l'ai dit depuis l'entame de mes propos, pour moi, c'est une situation qu'on doit exploiter au mieux les intérêts du Mali. Et aller vers une telle loi, pour moi, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement difficile. Il suffit simplement d'être méthodique et de communiquer beaucoup et surtout avoir les arguments et ne pas être maladroit dans les argumentaires. Ça, c'est très important. Et éviter également de mettre tout sous l'angle purement politique ou d'obédience partisane. Moi, je pense que si on parvient à mettre ces différents facteurs à côté, nous pouvons avancer. Tout le monde, tous les Maliens sont unanimes qu'on doit avancer ensemble, mais chaque fois qu'il s'agit de le faire concrètement, il y a des blocages. Vivement un Mali apaisé. Absolument. Merci. Alors, cela me fait assez débat sur la loi d'entente nationale. Un grand merci à nos invités. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, avocat, Boubacar Bokoum, politologue, Dr Brema Elidiko, sociologue. C'était une présentation de Fatma
Ramata Togola, la mise en onde de Sedumbo. La régie visuelle est assurée par Noundjire. C'est une réalisation et une coordination de Mohamed Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.